Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la communauté économique d'Afrique centrale, avec un dossier consacré à la problématique de la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace CEMAC. Au programme également de cette émission, le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Et en République démocratique du Congo, les députés ont rejeté le projet de loi sur la répartition des sièges. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Joël Mouloui, bienvenue. Bonsour Fanny, bonsoir à tous. Et Daoud Attal, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donc été reçu ce mardi à l'Elysée à Paris par son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire et le cas du président soudanais Omar El-Béchir, Ibrahim Ndiaye et Anne-Marie Diaz-Borges. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a été reçu ce mardi 16 juin à l'Elysée à Paris par son homologue français, François Hollande. Au menu des discussions, plusieurs sujets d'actualité, notamment l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien promet l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Les élections seront totalement apaisées, totalement démocratiques et totalement ouvertes. Voilà, la Côte d'Ivoire veut être un exemple après cette crise post-électorale. De bonnes élections permettront de tourner la page et nous nous attelons à cela avec une commission électorale indépendante et donc des circonstances équitables pour tous les candidats. Personne ne devrait être exclu de candidature en Côte d'Ivoire. L'affaire Simone Gbagbo, les investissements français en Côte d'Ivoire ou encore l'opération Barkhane ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Ils ont par ailleurs évoqué le refus de l'Afrique du Sud de respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président soudanais Omar El-Béchir. Vous savez, j'étais à Johannesburg pour le sommet de l'Union africaine. Donc cela nous a permis également d'échanger sur les grands sujets, les grands thèmes qui font la préoccupation des chefs d'État africains à l'heure actuelle. Les décisions ont été prises par les autorités sud-africaines. Vous savez que le sommet se tenant à Johannesburg, nous sommes en fait sur le territoire de l'Union africaine. Donc les choses sont entre les mains de l'Union africaine et je comprends que c'est ce qui a motivé la décision des autorités politiques sud-africaines pour le dossier dont vous parlez. La visite de travail du président Alassane Ouattara confirme le bel élan des relations franco-ivoiriennes. Mardi 12 juin, la garde des Sceaux, ministre de la Justice française, Christiane Taubira, avait séjourné à Abidjan pour assister à une rencontre de haut niveau de juristes africains et avait par la même occasion rencontré le chef de l'État ivoirien à la fin de sa visite. Malik, le président ivoirien promet des élections apaisées. Il a dit à son homologue français François Hollande. Est-ce que vous pensez que c'est une promesse facile à tenir? Je vais vous répondre, mais moi je suis stupéfait qu'on parle de l'élection présidentielle ivoirienne à l'Elysée. Je trouve que c'est pas à l'ordre du jour. Pour un État souverain comme la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait à rendre des comptes, entre guillemets, à un chef d'État étranger, notamment français. Maintenant, c'est ma position personnelle, hein. Elle n'est pas partagée par tous. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à avoir des relations d'égal à égal tant qu'on n'arrivera pas à faire, à avoir ces habitudes-là, de parler de questions intérieures dans un autre pays, et ici la France en l'occurrence. Bien que c'est normal, je comprends que la France ait des intérêts économiques en Côte d'Ivoire et que cette question, fatalement, va être posée lors de cet entretien. À part ça, je pense qu'effectivement, nous sommes dans un climat politique en Côte d'Ivoire qui est assez tendu. Nous l'avions évoqué il y a peu de temps, avec cette multiplication des revendications, notamment de la part d'une partie de la majorité du président et de l'opposition ivoirienne qui... pas créé au scandale, mais presque sur la transparence de l'élection. Donc, on verra. J'espère que ça se passera dans un cadre apaisé, parce que la Côte d'Ivoire a vécu des heures sombres. Hein. On espère tous que cela va se passer d'une façon ou d'une autre, mais d'une façon plutôt apaisée. J'espère qu'aussi la CEDEAO prendra sa responsabilité aussi. Je pense que c'est à la CEDEAO aussi de sortir de son mutisme et d'encadrer aussi cette élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois en Côte d'Ivoire.
Joël, que pensez-vous du président ivoirien qui vient rassurer son partenaire français ? Alors je pense que d'une certaine manière, le président n'avait pas d'autre choix que de rassurer la France, qui n'est autre que son deuxième partenaire commercial. Donc forcément, d'autant qu'entre l'année 2012 et 2013, le volume d'échanges a augmenté de 10% de surcroît. Donc il n'avait pas d'autre, je pense, cette visite n'avait pas d'autre but que celui de rassurer son partenaire principal. Autre élément, il y a environ 650 entreprises françaises en Côte d'Ivoire, ce qui représente environ un tiers du produit intérieur brut. Donc nécessairement, la France a un certain intérêt lors des prochaines élections. Et je pense qu'effectivement, la Côte d'Ivoire n'a pas de compte à rendre, mais elle n'était pas là pour rendre des comptes. Je pense qu'elle parlait à son homologue et ils ont évoqué les différents sujets d'actualité. Daouda, est-ce que c'était nécessaire ces assurances données par le président ivoirien au président français ? Oui, je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Là, c'est une visite à l'Élysée. Et en face, nous avions qui ? Nous avions la presse française principalement, c'est une visite à l'Élysée. En tout cas, la presse basée en France, on va dire. Donc quelque part, je ne sais pas si on lui a posé des questions qui ont fait qu'il a apporté des réponses, mais en tout cas, ça me paraît tout à fait normal de pouvoir donner l'assurance que les intérêts de la France ne seront pas menacés. D'ailleurs, les intérêts d'aucun pays ne doivent être menacés pendant les élections. Et on se souvient, en 2004, il y avait quand même une sorte, entre guillemets, on va dire, les intérêts français étaient quand même menacés. Le lycée français était fermé, des entreprises avaient été menacées, les citoyens. La France avait été obligée de regrouper ses citoyens dans des zones définies par l'ambassade, etc. Donc je pense que c'est sur ces questions-là. Il ne s'agit pas de rendre des comptes à la France. Je pense que c'est sur la scène politique nationale que les choses vont se dérouler. Mais bon, c'est rassurant en tout cas quand on entend ces nouvelles que personne ne sera écarté de l'élection présidentielle et qu'elle sera transparente. Je pense que c'est une chose rassurante. Merci. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi sur la répartition des sièges soumis par le gouvernement. Selon les députés, le texte contient plusieurs erreurs, une situation qui pourrait avoir des conséquences sur le calendrier électoral. Christelle Dayabaya. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales prévues en octobre 2015. Ce texte, initié par le gouvernement congolais, comporte, selon les députés, des erreurs qui doivent être corrigées. Une décision sur laquelle s'accordent les députés de l'opposition et de la majorité. Vous avez des circonscriptions où il n'y a pas d'électeurs, mais où on retrouve un siège. C'est extrêmement grave. Vous avez aussi dans ce projet des localités où il y a des groupements politiques inexistants. C'est pourquoi le président de l'Assemblée a tiré les conséquences et on a recalé cette loi. Sans le vote de la loi sur la répartition des sièges, la Commission électorale nationale indépendante ne pourra pas procéder à l'appel à candidature aux élections provinciales, municipales et locales. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur le calendrier électoral. Le non-vote de cette loi a des incidences sur le processus électoral parce qu'il était prévu les élections locales, municipales et urbaines en octobre 2015. Or, si cette loi n'est pas votée, la CENI ne peut même pas préparer ces élections. Jusqu'à ce que cette loi soit votée, c'est seulement à ce moment-là que la CENI, la commission électorale, va commencer à préparer ces élections-là. Ça veut dire que si cette loi doit être votée en septembre, naturellement, il sera impossible pour la commission électorale d'être prête. Certainement, les élections locales, municipales et urbaines seront repoussées, préparer matériellement les scrutins. Un nouveau projet de loi sur la répartition des sièges est toujours attendu à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Face aux contraintes du calendrier électoral, les autorités espèrent avoir les moyens nécessaires pour l'organisation de ces élections qui, selon la loi des finances 2014, nécessite un budget de 166 millions de dollars. Daouda, comment expliquer qu'un projet de loi présenté par le gouvernement et qui arrive comme ça à l'Assemblée nationale contienne autant d'erreurs ?
Mais ça s'explique par simplement du tripatouillage, on va dire, parce que bon, chacun essaye en quelque sorte de mettre ce qu'il arrange sur la table, et en particulier le gouvernement, j'imagine, puisque ça a été présenté par lui-même. Mais ce qu'il faut relever à ce niveau, il me semble, c'est que aujourd'hui la situation n'est pas très claire. Bon, il y a ce fameux lot de citoyens qui étaient jeunes, qui sont entre 2011 et 2016, qui vont être majeurs, qui sont majeurs, du coup, qu'il faut intégrer dans le fichier électoral. Ça me paraît important, parce que c'est quand même une tranche de la population qu'il faut prendre en compte, dont il faut prendre en compte le vote. Je peux faire une toute petite digression rapidement pour, par exemple, au Sénégal, on voit bien que, pour comparer, Abdoulaye Wade a été élu parce que il a perdu les élections plusieurs fois, parce qu'on disait que c'était des jeunes, en fait, qui le soutenaient. Mais ces jeunes ont grandi, ont eu l'âge de voter et ont voté en 2000, ce qui lui a permis en même temps de remplir les urnes et de remporter l'élection. Bon, si on revient sur le cas du Congo, je pense que l'opposition voit en ces jeunes-là aussi peut-être un électorat intéressant. Or, le pouvoir, à mon avis, peut-être ça ne l'arrange pas ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on ne peut pas définir tout aujourd'hui, mais je pense que la priorité au Congo, c'est les élections nationale. Maintenant, tout ce qui est élection locale, etc., le délai constitutionnel est déjà dépassé de toute façon. Donc, il faut respecter le délai constitutionnel pour la présidentielle et législative, notamment. Alors Malik, la plupart des députés ont reconnu que le rejet de ce projet de loi aura des répercussions sur le calendrier électoral, donc des provinciales et des locales, comme le disait Daouda. Pour certains de l'opposition, c'est une stratégie du pouvoir pour retarder encore plus ces scrutins. Bon, c'est une justification qui est valable, parce que ça a été le cas, on l'a vu des cas dans d'autres pays où le pouvoir essayait justement de retarder les élections locales, et on l'a vu en Guinée, qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs, en Guinée-Conakry. Là, moi, je suis quand même plutôt optimiste, parce qu'il y a quand même l'ensemble des députés, c'est consensuel, qui s'interrogent sur la viabilité de ce fichier, justement, comme vient de le souligner Daouda, qui est truffé d'erreurs. On ne peut pas organiser d'élections dans le calme, et justement, si le pouvoir ne s'évertue pas à améliorer justement ce fichier électoral, on risque d'avoir des tensions dans le futur. Là, il risque, c'est important. Et pour avoir justement un cadre démocratique serein, je pense que là, c'est la base. Le fichier électoral, c'est la base. Donc j'espère que le gouvernement va revoir sa copie. Déjà que le projet de loi a été déjà déposé en retard. Il devait être déposé au mois d'avril, il a été déposé au mois de juin. Sachant que les députés vont être en vacances, parce qu'il y a une vacance des députés à partir de la fin juin. Donc à moins de convoquer une séance extraordinaire pour justement revisiter, revoir ce fichier électoral, et c'est nécessaire, je l'espère qu'il y aura cette séance plénière et extraordinaire à l'Assemblée pour corriger le tir. Voilà, on verra comment ça va se passer. J'espère que ça s'arrangera en tout cas, et que ce fichier va être rectifié. Joël, une réaction par rapport à ce rejet du projet de loi sur la répartition des sièges ? Je pense qu'au niveau de la conséquence sur le calendrier, elle est inévitable, et dans ces conditions, on peut vraiment se poser des questions sur la date qui est maintenue, parce qu'effectivement, compte tenu de l'importance du texte qui fixe les circonscriptions électorales, on ne peut pas en quelques jours et sous le manteau définir des règles qui vont pouvoir s'appliquer à une élection présidentielle. Merci. Nous avons marqué une courte pause. En instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.